Eh bien, j'ai commencé comme enseignant d'éducation physique, tout d'abord dans un collège rural dans la Nièvre, et puis ensuite dans un lycée dans la banlieue parisienne. J'ai passé l'agrégation que j'ai obtenue et dans la foulée, j'ai pu devenir professeur sessionnaire à l'INSEP. Et puis comme ça s'est bien passé, j'ai été embauché ensuite à l'INSEP pendant 4 ans. Et j'ai passé une thèse à l'INSEP et ensuite j'ai eu un poste de maître de conférence à l'université de Montpellier en 94. Et, et voilà. Et puis je suis devenu ensuite doyen de la fac de Montpellier et président de la conférence des directeurs, la C3D, jusqu'en 2020. Bon, il est certain que l'éducation physique, elle est en première ligne sur les problématiques de santé. Je dirais d'entrée qu'il y a deux manières de concevoir en fait le rôle que le PS peut jouer par rapport à la santé. Première vision, c'est de se dire le PS, elle est là pour installer la santé chez les élèves. Et la deuxième position, c'est de dire non, l'éducation physique doit travailler sur la santé, mais plutôt sur la santé tout au long de la vie, et donc donner aux élèves le moyen de gérer ensuite leur santé tout au long de la vie, plutôt que de l'améliorer ici et maintenant. Bon, on conçoit que dans un premier temps, historiquement, avec du temps de ce qu'on a appelé les gymnastiques construites, c'était surtout la construction ici et maintenant de la santé qui était première. Hein. Donc il fallait renforcer les qualités physiques, la force, la souplesse. Et puis, on peut se poser la question si le fait d'améliorer la santé, c'est vraiment le rôle de l'école. Et à tout niveau, hein, au niveau de l'école élémentaire, au niveau de l'école secondaire, du collège et du lycée. Est-ce que vraiment c'est le rôle de l'école d'améliorer, de construire la santé? Est-ce que c'est pas plutôt une mission qui serait de doter les futurs adultes de compétences, d'attitudes, de motivation qui leur permettra de gérer leur vie physique ensuite tout au long de leur vie. Bon, c'est l'orientation qui a été prise dans les années 90, hein, avec la troisième finalité de l'éducation physique. Et puis, ceci dit, le fait est que depuis 3 ans, on a vu revenir, avec notamment le ministre Jean-Michel Blanquer, cette idée le 2S2C, puis le 30 minutes d'activité physique par jour. On voit revenir cette idée que l'éducation physique doit permettre aux gamins de bouger, d'apprendre à bouger. Et c'est vrai que là, on quitte un petit peu la vision de se projeter vers ce que seront les futurs adultes, et on est plutôt dans l'idée que l'on doit construire ici et maintenant la santé des enfants que l'on a en face de soi. Bon, c'est une orientation qui me gêne un petit peu. Encore une fois, je pense que l'école doit penser aux futurs adultes, aux futurs citoyens, à la société future. Une école qui se perdrait simplement dans la construction de ressources très analytiques. Bon, on est un peu dans les savoirs fondamentaux, quoi. Lire, écrire, compter, et savoir bouger, être en bonne santé, c'est pas la vision de l'école qui m'anime. Ah, rapport délicat. Bon, les rapports avec la culture sportive ont toujours été complexes et conflictuels.
Je dois dire qu'au moment du 2S2C, hein, quand on a eu les débats, j'étais surpris par la virulence sur les réseaux sociaux de collègues enseignants d'éducation physique qui disaient en gros mais on n'a rien à voir avec le sport de toute façon, c'est pas notre truc, nous c'est l'éducation, le sport c'est la compétition, c'est l'entraînement, c'est la sélection de l'élite et puis voilà, nous on fait de l'éducation et donc on devrait supprimer le S de EPS pour en revenir à l'éducation physique. Bon, et là je dois dire que c'est une position qui me dérange parce que je pense que toutes les disciplines de l'enseignement secondaire tirent leur légitimité de champs culturels, scientifiques, artistiques, donc de la culture. Et il me semble que les activités physiques et sportives pour le PS, c'est la référence culturelle. Et je pense réellement qu'une discipline scolaire qui n'a plus de référence culturelle, je vois pas comment elle peut se maintenir à l'école. Alors évidemment, ensuite il y a des collègues qui m'ont dit « Ouais, parce que tu imagines peut-être que le sport, c'est de la culture. » Bah oui. Alors, dans quel sens ? Déjà, c'est clair, c'est pas une culture savante pour moi, c'est clair, c'est une culture technique, mais il y a d'autres disciplines qui s'adossent à de la culture technique, hein. Il n'y a pas que de la culture théorique ou... Et puis, l'éducation physique, c'est pas que le sport, c'est aussi la dimension artistique. Et comme d'autres disciplines, les arts, le dessin, la musique, ben, on s'appuie sur une culture qui est aussi artistique. Il y a eu des éducations physiques aculturelles. Et le fait est que toutes les gymnastiques anciennes, les gymnastiques construites, c'était de l'éducation physique aculturelle. Alors ensuite, quelle culture ? Là, j'ai une position qui est défendue par d'autres auteurs, hein, notamment par le Centre PS aux sociétés ou le SNEP, l'idée qu'une culture légitime pour l'école, c'est nécessairement une culture patrimoniale. C'est-à-dire quelque chose qui s'est construit, qui s'est amélioré, qui s'est sédimenté dans les us, les coutumes, quelque chose qui est diffusé. Maurice Porte, qui était prof avec moi à Montpellier, disait il faut au moins 30 ans d'institutionnalisation d'une pratique pour qu'on puisse dire qu'elle est réellement qu'elle est représentative d'une production humaine élaborée. Bon, on a pas mal d'APSA qui sont largement au-delà de ces 30 ans, et je pense qu'on doit s'appuyer sur ces pratiques patrimoniales, parce que ce sont des pratiques dans lesquelles on peut toujours progresser, on peut toujours aller plus loin, il y a des niveaux, des premiers niveaux débutants, et puis après des niveaux débrouillés, et puis après on peut toujours aller plus loin, alors que des pratiques qui n'ont pas cette histoire dans la culture, on fait une séance, 2 séances, on en a fait le tour, et puis on zappe, on passe à autre chose, parce qu'il n'y a plus rien à apprendre. Voilà pourquoi les pratiques culturelles, et encore une fois, quelles qu'elles soient, scientifiques, artistiques ou sportives, elles ont cet avantage d'offrir en fait des perspectives d'apprentissage, d'amélioration infinies. Enfin, infinies, non, c'est fini. Mais beaucoup plus large, et on peut tenir longtemps un processus d'apprentissage par rapport à ces pratiques culturelles. Bon, les pratiques, on en a quelques images, hein, notamment avec l'INJEP qui fait un baromètre régulier, qui essaie de voir ce que font les Français, et les jeunes Français en particulier, et on se rend compte que les pratiques sont de plus en plus individuelles, solitaires,
souvent réalisés à domicile, toujours très connectés avec des dispositifs qui recueillent des données personnelles, physiologiques ou autres, connectés aussi parce que les relations avec les autres se passent surtout par les réseaux sociaux où on va échanger des suivis de performance, où on va échanger des images aussi. Ce sont des pratiques qui sont en général on les qualifierait d'hygiéniques, donc centrées sur la forme, la remise en forme, également esthétiques, centrées sur la silhouette. Bon, je dirais que ce sont des pratiques. J'ai écrit quelques textes là-dessus qui sont typiques de l'évolution néolibérale de la société et de ce que certains auteurs comme Lipovetsky ont appelé l'hypermodernité. Donc on pourrait très bien dire bon ben voilà c'est l'évolution et puis il faut bien suivre, vivre avec son temps, donc il faut s'adapter à ça. Franchement, moi c'est pas la société dans laquelle j'ai envie que mes enfants grandissent. Une société qui est centrée sur l'individu, sur sa responsabilité, sur l'idée que une société de compétition où les individus ne peuvent compter que sur eux pour être employables, pour avoir des bonnes positions dans la société et autres. Bon, j'ai d'autres visions, quoi. Et je pense que l'école ne doit pas, c'est ce que j'ai écrit en conclusion l'école doit apporter un remède aux maux de la société, elle n'est pas là pour en flatter les travers. Et je pense que cette évolution des pratiques sportives, entre guillemets, à l'heure actuelle, ben c'est une évolution qui me semble singulièrement délétère par rapport au projet de société que personnellement j'ai. Alors ensuite, ça veut dire que on ne réfléchit plus uniquement à l'éducation physique et à ce que l'on enseigne, mais on réfléchit à pourquoi est-ce que l'on fait ça? Pour quel projet de société? Et mon projet de société, ben, c'est pas une jungle où les individus ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont réussi, s'ils ont échoué, s'ils sont du bon ou du mauvais côté de la barrière. Donc, les pratiques actuelles des Français, des jeunes Français, me semblent symptomatiques d'une évolution complètement délétère de la société. Et je pense que l'école doit, dans la mesure de ses pouvoirs, arriver à contrecarrer ce style d'évolution. Alors nous, en éducation physique, on a évidemment une fenêtre de tir qui est assez spécifique, mais qu'est-ce que vous faites de vos loisirs physiques et sportifs ? Et si c'est pour rester dans votre salon face à un tuto sur YouTube pour peaufiner vos deltoïdes, il y a peut-être mieux à faire. Alors ça rejoint ce que je disais précédemment. Hein. L'individualisme, c'est quelque chose qui progresse. Mais pourquoi ça progresse ? Pourquoi ça progresse ? Ben simplement parce que c'est mis en avant dans toutes les sociétés néolibérales. C'est-à-dire que tout ce qui était les idées de collectif, de solidarité, d'intérêt à l'autre, ben c'est des valeurs qui sont complètement minorées, qui n'existent plus. En fait, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus d'intérêt collectif. Il y a simplement la guerre des individus contre les individus, avec l'idée qu'il y en a certains qui vont s'en sortir et eux, ils auront tous les bénéfices, ils auront les meilleures places, ils auront l'argent, et puis il y a tous ceux qui vont échouer. Bon, c'est la rhétorique des premiers de cordée, et avec l'idée que il faut pas lutter contre ça, parce que la deuxième théorie après les premiers de cordée, c'est le ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui réussissent, qui fassent partie de l'élite, et puis c'est eux qui vont créer de la richesse, et ensuite ceux qui les regarderont monter, ils vont recevoir eux
en second rideau les bienfaits de la réussite des premiers. Mais c'est comme ça que fonctionne le système scolaire de plus en plus. On sait bien que les idées généreuses qui étaient que l'école devait permettre à tous d'arriver à un niveau d'éducation, à un niveau de compréhension du monde le plus élevé possible. Bon, il est clair que le système éducatif français, il est maintenant piloté par l'idée que, bon, il y a des gens qui réussissent, qui méritent parce qu'ils réussissent. Pourquoi ils le méritent, etc. Donc, on va les aider, ceux-là. Tous les chiffres qui sortent sur les budgets qui sont dépensés dans les lycées versus dans les collèges REP, dans les classes prépa versus les lycées d'enseignement généraux plus classiques, dans les grandes écoles du supérieur par rapport à l'université, par exemple en STAPS. Voilà quoi, on donne beaucoup d'argent à ceux qui réussissent, qui sont du bon côté de l'histoire, et puis les autres, ma foi, on va les laisser décrépir tranquillement. De toute façon, comme ça va ruisseler à un moment donné, ils en tireront les bénéfices. Voilà, donc, en effet, je pense que l'école, d'une manière générale, doit lutter explicitement contre cet individualisme, et je pense qu'il y a pas mal de gens, notamment les gens qui réfléchissent sur la notion de curriculum, hein, et ceux qui ont été à la base d'ailleurs des réflexions sur le socle commun en 2015, ils étaient vraiment dans cette logique-là. Alors que depuis 2017, on est plutôt dans la logique. L'école est là pour faire émerger une élite, quoi qu'il en coûte. Donc l'éducation physique, on va dire, ouais, mais elle est protégée par rapport à ça, elle rentre pas dans la logique de la sélection. Au contraire, l'éducation physique, elle est inclusive. Il y a un très bon article de Nicolas Frémont qui est sorti juste au début de l'été, où il dit, mais soyons clairs, hein, les gens qui vont pratiquer l'activité physique tout au long de leur vie, comme on dit, fondamentalement, c'est des gens dont le milieu social, le milieu familial, très tôt, les a orientés vers, les a supportés, etc. Et c'est ceux-là qui vont pratiquer, et qui donc vont tirer les bénéfices en termes de santé notamment. Donc en fait, l'éducation physique à l'heure actuelle, quand elle évalue, elle ne fait dire qu'évaluer ce que les parents ont permis aux enfants d'avoir une activité physique jeune, de ne pas avoir abandonné quand ils sont rentrés au collège, puis au lycée, puis à l'université. Et quand l'éducation physique ne fait qu'évaluer les produits à la fin, ils ne font qu'évaluer ce que l'environnement social a donné aux gamins en termes de pratiques sportives, exactement comme le font les mathématiques, le français et toutes les disciplines scolaires. Donc je pense que l'éducation physique participe à cette mise en avant de l'individualisme. Imaginez si l'éducation physique avait d'autres projets de permettre à tous les enfants, quel que soit leur milieu d'origine, d'avoir réellement, de construire des compétences significatives dans un panel pas illimité, mais assez étendu d'APSA différentes. Là, on aurait peut-être un souci de démocratisation réelle et pas simplement d'accomplissement de gens qui ont construit de toute façon leurs compétences en dehors de l'école. Bon, ça c'est la question qui tue, enfin qui me tue moi, parce que j'ai participé il y a pas mal d'années, quasiment 20 ans maintenant, à l'émergence de cette question du plaisir en éducation physique. Ça s'est passé à Montpellier, au sein de la EPS de Montpellier, où on réfléchissait, donc avec un autre collègue, Guillet,
sur ce concept de plaisir, avec l'idée que c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Donc, on a essayé de creuser un petit peu le problème. Et puis très tôt, on s'est rendu compte qu'on avait deux approches un petit peu différentes. Guillet, lui, il était dans l'idée de ce qu'on appelle maintenant le plaisir immédiat. En fait, on fait quelque chose et puis on éprouve des sensations, du vertige, le côté aléatoire des activités ou autres, et ça procure un plaisir immédiat. Et puis moi, j'étais sur une autre logique, en réfléchissant notamment avec un philosophe de l'éducation qui s'appelait George Snijders, et qui lui voyait plutôt le plaisir, d'ailleurs il parlait pas de plaisir, il parlait de joie. C'était l'idée que on avait réussi quelque chose dans le cadre scolaire. Alors lui, il était plutôt littéraire, donc c'était le fait de se confronter aux grandes œuvres littéraires. Et en fait, le plaisir pour lui, c'était la joie que l'on avait à avoir maîtrisé donc quelque chose qui paraissait inaccessible au départ, mais parce qu'on avait été aidé par l'enseignant ou supporté par le groupe de pairs, on avait été jusqu'au bout. Et donc moi j'étais plutôt sur cette idée que l'on appelle maintenant plutôt le plaisir différé, c'est-à-dire le plaisir qui vient de la maîtrise et de l'apprentissage. Bon, c'est aussi quelque chose que j'avais construit en tant qu'enseignant, hein. Moi, j'étais gymnaste et j'étais grimpeur, et dans ces deux activités-là, j'ai réussi à amener des classes à maîtriser vraiment des habiletés gymniques de bon niveau. En escalade, pareil, j'amenais des classes à maîtriser et à réaliser des voies d'ampleur en toute sécurité. Et je dois dire que ce que les gamins me renvoyaient, on est vachement fiers de ce qu'on a fait. Et en fait, voilà, le plaisir différé, c'est aussi de la fierté. Bon, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'estime de soi, hein, donc fierté, estime de soi, c'est très très proche. Mais on conçoit que ce style de plaisir, qui vient de l'apprentissage, qui vient des efforts que l'on a réalisés, ben, c'est pas quelque chose qui est donné d'entrée, quoi. Ça résiste un petit peu et il faut qu'il y ait un enseignant qui soit capable d'accompagner, de soutenir, de renforcer, d'encourager. Mais voilà, moi, l'image que j'ai du plaisir, c'est ça. Et c'est pas le plaisir facile. Attends, je vais te faire une petite situation sympatoche, tu vas voir, tu vas te faire plaisir, et puis après on va passer à une autre activité, tu vas t'y faire plaisir aussi. Alors, j'ai parlé d'hypermodernité tout à l'heure, hein. Je pense aussi que le plaisir immédiat, c'est typique de l'hypermodernité. C'est-à-dire, on n'a pas envie de se prendre la tête, on va s'inscrire dans une activité, ça va être rapide, on va faire un petit peu de saut en élastique, on va aller dans un parc d'attractions, on va se faire envoyer, et puis voilà, et puis on a quelques sensations fortes, et puis voilà. Bon, je crois qu'on aurait intérêt plutôt en éducation physique, et d'une manière générale au niveau de l'école, à dire aux gamins, en fait, je vais résumer l'image que j'ai, parce que je te respecte, je vais te donner des objectifs ambitieux, mais je vais t'aider à y arriver. Voilà, je vais pas te laisser tomber, on va y aller ensemble, toi, moi, et puis tout le groupe. Et voilà, je pense que la relation que l'école doit construire par rapport au plaisir, c'est celle-là qui est la plus efficace. Je sais pas si c'est la bonne entrée de partir de l'évaluation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues qui disent « Ouais, moi je suis passé sur les compétences, la preuve, je ne note plus ». Et là, je dois dire que je comprends pas toujours, parce que personnellement, ça me dérange absolument pas d'attribuer des notes pour des compétences, même si je trouve ça plus logique de travailler par palier, quoi. Il y a pas mal de collègues qui aussi travaillent comme ça, les A, B, C, D ou A, B, C, D, E. Non,
La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement la compétence et la pédagogie de la compétence. Et là, je dois dire qu'il y a une incompréhension majeure, quoi. C'est-à-dire que quand on lit ce que les gens qui ont réfléchi sur ce concept à la base, des gens comme Pernoud, comme Olivier Reboul, bien sûr, hein, c'est le premier qui a avancé ça. La compétence est directement liée à la complexité. D'ailleurs, j'ai écrit tout un bouquin là-dessus, Complexité et compétence, en 2009. Et donc, la compétence, c'est le fait d'être capable d'appréhender positivement une situation complexe. Alors, je pèse mes mots. Hein. Ça ne veut pas dire réussir, ça veut dire qu'on va traverser la situation complexe et puis on va s'en sortir positivement, c'est-à-dire pas trop mal. Au mieux, c'est la réussite totale. Au pire, on évite une déroute manifeste. Bon, pour ceux qui ont suivi les Jeux Olympiques, vous avez là des exemples parfaits d'athlètes ou d'équipes compétentes, parce que ils sont vraiment dans une situation complexe, incertaine. Ça peut partir dans tous les sens, et puis, ou bien c'est la déroute complète, donc leurs compétences étaient un petit peu mise à l'épreuve, ou bien ils s'en sortent, ils vont à peu près jusqu'au bout, et on dit ouais, c'était pas mal quand même si vous n'avez pas gagné la médaille d'or, quand même, on est fiers de vous, c'est superbe. Voilà, donc la compétence, c'est ça. Alors la compétence ensuite, on ne peut a priori l'évaluer que dans une situation complexe, et on ne peut l'acquérir que dans l'exercice de situations complexes. Alors c'est toi une situation complexe, c'est une situation où il y a des tas d'éléments qui sont à prendre en compte. C'est une situation qui est incertaine. On dit que c'est une situation qui est très mal délimitée. Ça veut dire qu'en fait c'est vous à un moment donné c'est le sujet qui va dire ça fait partie de la situation, ça n'appartient pas à la situation. Et dans la compétence, il y a le fait d'ignorer les éléments qui ne sont pas réellement pertinents et de ne conserver que les éléments qui le sont et qui sont aussi à votre avantage. Donc c'est une capacité qui est hautement stratégique. Je parlais tout à l'heure de l'approche curriculaire. Quand on parle d'approche curriculaire, en fait, c'est une approche de l'école qui se dit on n'enseigne pas uniquement pour sélectionner l'élite en attribuant des notes puis en faisant la moyenne générale. Non, on forme des élèves pour leur permettre de gérer leur vie future dans des situations de la vie réelle. Et fondamentalement, la compétence, c'est ça. C'est-à-dire que les situations de la vie réelle, ce sont des situations complexes, telles que je les ai définies précédemment, et la compétence, c'est le fait d'être capable de gérer, de faire face à ces situations complexes. Alors que ce qu'on appelle les connaissances, en général, ça permet pas de faire face à la complexité des connaissances. Ça permet simplement de répondre à une question. Marigny en quelle date? 1515. Ça, c'est une connaissance. Quand on est sur le registre des compétences, ça permet peut-être des choses un petit peu plus utiles que ces connaissances ponctuelles. La compétence, ça permet par exemple de comprendre quand on est sur Internet que tel ou tel message, c'est quelque chose qui est plus du registre de la propagande que de la compréhension globale du monde. Et je pense que là, on est dans des apports beaucoup plus intéressants pour les futurs adultes qui auront à vivre dans ce monde complexe. Donc, l'évaluation des compétences, évidemment, uniquement dans les situations complexes. Par la note, je n'y crois absolument pas. Il est très difficile de hiérarchiser les compétences entre elles. Maintenant, arriver à dire, en gros, il s'en est à peu près bien sorti avec la situation complexe, ou
Alors là, il nous a scotché parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive à prendre autant en compte la complexité, ou bien il est complètement à côté de la plaque. Bon, on a 3 niveaux d'évaluation là, qui à mon avis sont amplement suffisants. Encore une fois, l'idée ne doit pas être de hiérarchiser les élèves entre ceux qui ont 20, ceux qui ont 10 et ceux qui ont 0. L'idée, c'est d'arriver qu'au moins tous les élèves, sans exclusive, soient tous arrivés au moins à un niveau de maîtrise minimale de la situation complexe. Je pense qu'il y a eu un problème à la fin des années 80, début des années 90. Je crois que j'avais d'ailleurs écrit un article sur la verbalisation à une époque où on était beaucoup sur les débats d'idées, les règles d'action, les principes d'action, la nécessité. C'est le couple Michel Delaunay et Claude Pinault qui disait en fait la réussite ne suffit pas, il faut comprendre pourquoi on a réussi, et l'apprentissage ne pourra être transférable que s'il y a eu compréhension. Bon, c'était inspiré des théories piagétiennes qu'on trouve dans le fameux ouvrage Réussir et comprendre. Fondamentalement, je pense que la compétence telle que je l'ai définie précédemment, c'est quelque chose qui ne s'intellectualise pas, qui ne se verbalise pas. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut lire Edgar Morin. Je veux dire, qu'est-ce que dit Edgar Morin face à un système complexe, parce qu'il est complexe, on ne peut pas en avoir une compréhension analytique. Donc, c'est pas parce que l'on parvient à maîtriser une situation complexe que l'on est nécessairement capable de dire comment on s'y est pris. Par contre, si on maîtrise la situation complexe, alors de manière répétée, hein, ça ne veut pas dire que un coup de peau et tout, donc je suis compétent. Mais quand de manière répétée on maîtrise une situation complexe, ben ça veut dire qu'on a construit un système de réponse, des fois à son insu. Alors on a quelques lumières. Moi je m'y prends plutôt comme ça. Moi je porte mon attention plutôt là-dessus. Mais fondamentalement, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression de voir la chose comme ça, ou que vous avez l'impression de porter votre attention là-dessus, que ça marche? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui fait qu'un orateur est brillant? Qu'est-ce qui se fait qu'un artisan a un tour de main exceptionnel? Qu'est-ce qui se fait qu'un athlète a une persistance dans le haut niveau? On n'en sait pas grand-chose. On peut toujours se rassurer en disant « Oui, moi, je pense que c'est ci, que c'est ça. » Voilà, donc je ne crois absolument pas à l'intellectualisation, et je dirais que plus les situations sont complexes et plus les compétences sont avérées, moins c'est intellectualisable. Bon, déjà, première chose, il y a une réforme qui est en route. Enfin, la proposition, c'était d'avancer le concours au niveau Bac+3, sachant que ce concours ne serait qu'une admissibilité, puisqu'il faudrait décrocher ensuite le master pour pouvoir être titularisé. Je dois dire qu'a priori, moi, j'ai rien contre, au contraire, hein, depuis 2012, je milite pour que le concours soit avancé au niveau de la licence, de manière à avoir réellement une formation professionnelle de 2 ans, rétribuée, sans trop se poser de questions sur l'avenir, puisque a priori, quand on a passé le concours et qu'on rentre en Master 1, il n'y a aucune raison, bon, sauf si on est démissionnaire entre-temps, hein, pour qu'on ne soit pas titularisé. Alors qu'à l'heure actuelle, je veux dire, repousser le concours en Master 2, ça veut dire qu'il y a des tas d'étudiants qui se retrouvent 5 années après le bac
à se dire, bon, je me présente, mais est-ce que je vais l'avoir le concours? Si je ne l'ai pas, bah, j'ai fait tout ça pour rien. Voilà, donc un concours plus précoce, qui serait avant tout un concours pour rentrer en master MEF, ça me semble tout à fait positif. Alors maintenant, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du master? Quelles sont les compétences dont on va doter les enseignants? Quand j'ai lu les avant-projets pour ce master MEF, il est clair que les enseignants devaient être avant tout des techniciens capables d'appliquer des méthodes qui seraient définies centralement par le ministère. Bon, c'est évidemment pas du tout l'approche qui me semble la plus légitime. Je pense que au niveau master, on n'est pas un technicien, on est un ingénieur, donc on est capable de construire les procédures qui conviennent, qui seront les plus optimales pour le milieu dans lequel on travaille, pour les élèves pour lesquels on travaille. Et je pense en effet qu'on peut avoir des enseignements différents d'un établissement à l'autre parce que l'on n'a pas les mêmes élèves. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de programmes nationaux. Quand je dis ingénieur, ça ne veut pas dire que l'on suit ses propres programmes. Il y a des programmes nationaux, mais il est du ressort de chaque enseignant ensuite de construire l'approche pédagogique la plus efficace. Et tout ça, ben évidemment, c'est pas les mêmes compétences. Et par rapport à tout ce que j'ai raconté précédemment, notamment sur la société, sur l'évolution de la société, sur l'individualisme, sur les différences de réussite en fonction de son milieu de naissance, je pense que les enseignants ne peuvent pas se contenter d'avoir, comme on dit à l'heure actuelle, une maîtrise de leur discipline et puis une maîtrise de la didactique de leur discipline. Non, il faut aussi avoir une réflexion qui est une réflexion que je qualifierais de philosophie politique de l'éducation. C'est à quoi ça sert l'école? Est-ce que ça sert à sélectionner l'élite? Est-ce que ça sert à hiérarchiser donc les élèves? Ou est-ce que ça sert à donner à tous les élèves des chances de réussir, de s'en sortir? Pour reprendre les mots d'auteurs comme Philippe Mérieux, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de donner davantage à ceux qui, a priori, ont le moins de chances de réussir à l'école? Ce sont des questions fondamentales, quoi. On ne peut pas, quand on est enseignant, se limiter à « moi, ma discipline, c'est les mathématiques, c'est le PS, et puis je maîtrise la manière de faire sa classe, de tenir sa classe, de construire des situations pédagogiques. » Non, c'est pas... Il n'y a pas de connaissances générales, valides dans tous les milieux par rapport à ces thématiques-là. Je suis persuadé que l'on doit maîtriser sa discipline. Et c'est encore plus difficile en éducation physique que dans d'autres disciplines. Je pense que c'est plus facile de maîtriser les mathématiques au niveau scolaire que de maîtriser le programme en éducation physique avec toutes les absas auxquels on peut être amené à faire appel. Mais se poser des questions plus politiques. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Qu'est-ce que ça veut dire la méritocratie? Ouais. Je pense que 2 années de master à réfléchir sur ces sujets-là, à en discuter entre étudiants, avec des enseignants, à faire de la recherche sur ces sujets-là, ça me semble absolument essentiel. Pour que ces 2 années de master ne soient pas simplement une alphabétisation de techniciens pour connaître les tâches d'apprentissage ou les techniques de prise en main des classes. C'est intéressant, mais les enseignants doivent être des acteurs responsables et pas de simples exécutants de directives ministérielles.
je crois que... Alors, ensuite, c'est très très personnel hein, par rapport à... J'ai vraiment été très impressionné par Qu'est-ce qu'apprendre d'Olivier Reboul. C'est un ouvrage qui en fait m'a ouvert aux compétences. Donc c'est absolument remarquable. Qu'est-ce qu'apprendre Olivier Reboul. Je pense qu'il faut lire Pernoud. Alors j'ai pas vraiment de référence de bouquin en tête, c'est des articles surtout, et je pense qu'il faut aller là sur son site. Hein, donc tout ce qu'il a écrit sur les compétences, c'est absolument remarquable. Hein, donc c'est un auteur genevois, suisse, qui entretient un site absolument superbe, très très spécialisé sur le problème des compétences, et c'est vraiment absolument remarquable. Philippe Mérieux. Philippe Mérieux. Alors je vous dirais pas, évidemment, nous on a été biberonnés à Qu'est-ce qu'apprendre, mais bon, ça date des années 90. Je pense qu'il a fait beaucoup mieux depuis. Et puis évidemment Edgar Morin. Alors Edgar Morin, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est vraiment le théoricien de la complexité. Mais il a fait ses derniers ouvrages où il traite de l'éducation à la complexité, et je crois que là c'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup bousculé, parce que moi j'ai travaillé beaucoup sur la complexité, mais au niveau scientifique, hein. Complexité et apprentissage moteur, complexité et relations interpersonnelles. Mais Edgar Morin, c'est quelque chose qui a réfléchi sur la complexité en général, et quand il commence à parler complexité et éducation, je dois dire que ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Deux autres auteurs, c'est François Dubay et Marie Durubella, sociologues de l'éducation, et je dois dire qu'ils ont vraiment des visions extrêmement claires par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, hein, sur l'approche curriculaire, sur une école qui n'est pas là pour sélectionner une élite, mais qui est là pour élever le niveau général de la population, qui doit corriger les inégalités sociales. Voilà, là vous avez un petit peu mon panthéon dans le domaine de l'éducation et de l'école. J'ai d'autres panthéons, mais ils ne concernent pas tout le monde, hein, au niveau littéraire, au niveau artistique, au niveau musical, mais là on n'est pas là pour parler de ces choses-là. Ben, il y en a deux, mais je me suis déjà suffisamment exprimé sur ces deux personnes. C'est Jean Vivès, rédacteur en chef de la revue EPS pendant des années et des années, que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais à l'INSEP et quand j'ai passé l'agrégation, et quand, etc. Il m'a ouvert des portes, il m'a aussi ouvert son bureau et sa cave à whisky. C'était un personnage remarquable, avec des idées sur la pédagogie sportive, terme qu'il employait, auquel j'ai vraiment été sensible, j'ai trouvé ça remarquable. Et puis le second, très très proche d'ailleurs comme type de personnage, c'était Maurice Porte. Maurice Porte, que j'ai connu un petit peu avant de descendre à Montpellier, et quand je suis arrivé à Montpellier, que je me suis retrouvé en face de Maurice, on a pas mal échangé ensemble. Ça a des fois été un petit peu conflictuel parce qu'il était solide, le bougre. Mais une vision de l'éducation physique absolument remarquable, vraiment superbe. Et justement très très ouverte sur le rôle politique de l'éducation, à quoi sert l'éducation physique, à quoi sert l'école. Et il y répondait au travers d'une
d'une double compétence d'enseignant d'éducation physique, mais aussi de handballeur, joueur, entraîneur, et c'était vraiment quelqu'un d'absolument remarquable. Voilà, c'est les deux personnes qui m'ont vraiment scotché et influencé. C'est-à-dire que j'ai du mal à parler d'éducation physique sans me référer à ces deux personnes. Bon, même si après il y en a d'autres hein, chez qui j'ai été chercher des petits trucs qui m'ont un petit peu titillé, mais là vraiment Jean Vivès et Maurice Porte, c'est deux gens qui m'ont vraiment étayé dans mes réflexions.